Mesdames, Messieurs, chers Arséguiens, bonjour. Je suis ravi de vous retrouver à l'occasion de ce webinaire organisé par la délégation Arsègue des Hauts-de-France. Nous aborderons ce soir le sujet sensible du flex office et nous aurons le plaisir d'accueillir la responsable des ressources humaines de ISNCF à Lille, également responsable du site 574 de la SNCF des Hauts-de-France, tout à côté, donc situé tout à côté de Lille, et qui nous présentera les tout nouveaux locaux de cette entité. Mais pour l'heure, je suis très heureux et honoré d'avoir à mes côtés virtuels la présidente de la délégation, Béatrice Perret-Ducré. Béatrice, bonjour. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Bienvenue, merci, Béatrice. Merci. Voilà. Alors Béatrice, tu n'es pas que présidente de la délégation des Hauts-de-France de l'Arsègue, et ça c'est ton engagement bénévole au service de toute la profession. Tu es surtout directrice de l'environnement de travail de Swiss Life France, activité d'assurance. Rapidement, pour situer, que représente le périmètre de la fonction chez Swiss Life? Alors, je suis en charge de l'environnement de travail chez Swiss Life et de l'environnement durable. C'est un siège à Paris de 1200 salariés et puis une grosse entité à Roubaix de 650 salariés, avec des sites, des plus petits sites répartis sur tout l'Hexagone. Très bien. Alors moi, je suis ravie aussi d'accueillir au nom de la délégation Hauts-de-France ce webinaire ce soir. Il a une histoire, ce webinaire, parce qu'au départ, c'était une réunion que nous avions prévu d'organiser le 24 mars dernier. C'est ça. C'était une autre époque. Donc en présentiel dans la région de Lille. Et puis, évidemment, nous n'avons pas pu tenir cette réunion. Nous avions envisagé de la reprogrammer en juin, en septembre. Puis finalement, ça s'est transformé en webinaire et je suis très heureuse, grâce à Lionel et à tous les intervenants de ce soir, que je remercie vraiment beaucoup, de pouvoir enfin évoquer ce thème du flex office au sein de notre délégation. C'est vrai, tu fais bien de rappeler cette histoire, Béatrice. Nous avons été doublement victimes du Covid. La première fois, au mois de mars, il a fallu reporter. Et la deuxième fois, c'est moi qui étais victime de la Covid début septembre. Et donc, nous voilà début novembre. Mais on y est arrivé et on en est ravis. Alors, bonsoir aussi à vous tous qui nous rejoignez, qui nous avez rejoints. Vous êtes nombreux encore ce soir à vous être inscrits et vous êtes déjà plusieurs dizaines. On attend une centaine de personnes connectées encore ce soir. Donc, merci. Bonsoir à tous. Vous avez le chat à votre disposition pour réagir, poser des questions, partager vos propres expériences. Vraiment, n'hésitez pas. C'est aussi l'avantage de ces webinars. Donc, dites-nous tout ce que vous avez envie de dire en rapport avec le flex office, s'il vous plaît. Merci. Voilà. Alors donc, je disais, Béatrice, tu es aussi présidente, donc bien sûr, de la délégation des Hauts-de-France. Quelques mots sur cette délégation où l'on voit ici quelques chiffres et puis sur son activité. Oui, parce que j'imagine que parmi les participants de ce soir, il y en a peu qui sont familiers avec l'organisation de l'Arsègue en région. Donc, quelques mots sur notre fonctionnement. Dans les Hauts-de-France, 45 membres actifs, 67 représentants de membres associés et traditionnellement une dizaine d'événements que nous organisons chaque année. Alors, en général, en fin d'année, comme maintenant, nous organisons un planning et puis pour l'année suivante, et puis nous déroulons tous les mois nos événements à raison d'un événement par mois, avec si possible une visite de site parce que les adhérents sont très intéressés à visiter des sites qui ne sont pas les leurs.
Alors, Oui, on vous a mis quelques exemples d'événements qu'on a tenus ces dernières années, en 2019, tout début 2020 aussi. Alors, ce sont des événements sur des thèmes très divers, puisque notre fonction est évidemment recouvre des aspects très divers. Donc, on avait de la compensation carbone, du service à l'occupant de la marque employeur, de la sécurité, de la réflexion sur les espaces de travail. Et puis on avait aussi un thème sur les achats responsables. On avait prévu sur l'année 2020 beaucoup d'autres réunions qu'on aura sans doute l'occasion de faire, enfin, on l'espère, de les organiser en tout cas sur 2021. Et en 2020, on a fait un webinaire en juillet sur l'enseignement. et oui, Et on fera, ça c'était avec toi Lionel, hein, oui. déjà, et on organise en novembre, enfin le 19 novembre, un webinaire en lien avec l'association française du travel management autour de la gestion de la flotte automobile. Très bien. Effectivement, hein, ce webinaire sur l'enseignement, c'est tout simplement parce que tu as dans le bureau de la délégation Hauts-de-France, Marc Vandeval, qui lui-même exerce dans un établissement d'enseignement et qui disait on a des particularités, même à travers cette crise sanitaire, elles sont encore plus fortes là, maintenant que certains établissements continuent à être ouverts malgré le confinement. Donc, il y avait besoin d'échanger entre établissements, ce qui a été fait, c'était très riche d'ailleurs. J'en profite pour dire bonsoir à Michel Ourmand, la délégation Ouest, le président de la délégation Ouest nous a rejoint, et à Sophie Viau, qui apprécie particulièrement ta présidence de la délégation des Hauts-de-France. Vous avez fait apparemment un bel événement ensemble l'année dernière. Donc, merci Béatrice pour ce que tu fais pour l'ARCEG dans les Hauts-de-France particulièrement. Et nous allons pouvoir maintenant du coup basculer sur notre séquence débat du jour. Vous l'avez vu, on a choisi, pendant qu'on préparait, Béatrice, ce thème du flex office. On l'avait choisi déjà en début d'année. Et on Oui. s'est dit, il est toujours d'actualité. J'en profite pour accueillir nos intervenantes qui sont en train de nous rejoindre sur cette scène virtuelle. Voilà, pour parler avec Béatrice et avec moi du Flex Office. Merci toutes de nous rejoindre. On a un plateau entièrement féminin aujourd'hui, donc c'est formidable. Voilà, il nous manque encore Flore qui apparaît. Voilà, et nous sommes au complet. Bonsoir, mesdames, mesdemoiselles et mesdames. Alors, nous sommes ravis de vous accueillir et on va démarrer avec toi, Audrey. Bonsoir, Audrey Gasque. Bonsoir. Merci beaucoup Audrey d'être avec nous aujourd'hui. On est ravis parce que bien sûr tu es la directrice du schéma directeur immobilier de la RATP, mais tu es aussi notre directrice de l'environnement de travail de l'année. Qui va avoir la particularité, quelle année, on s'en souviendra, de porter cette couronne 2 ans, puisque malheureusement, comme vous le savez, nous avons été contraints d'annuler la cérémonie des trophées cette année, qui est traditionnellement maintenant est organisée à Cannes, vu les circonstances. Donc, merci beaucoup Audrey d'être avec nous ce soir. Voilà, digne représentante de notre profession. J'ai également le plaisir de recevoir Flore Prader. Bonsoir Flore. Bonsoir. Bienvenue. Merci également d'être avec nous. Flore, tu es responsable des études et recherches chez JLL Tetris. D'ailleurs, est-ce que c'est ton titre exact? Oui, totalement. Allez, On comprend voilà. l'idée. Voilà. Donc, on a le plaisir de te recevoir régulièrement. Vous menez pas mal d'études. Qu'est-ce que vous avez dans les tuyaux en ce moment?
Une étude sur la performance au travail. Qu'est-ce que la performance? Comment la Très bien. définir et qu'est-ce qui peut l'aider? Et vous avez évidemment mené quelques études pour comprendre un peu ce qui se passait autour de cette crise sanitaire, ce qui se joue quand même. Totalement. On va en parler. Merci beaucoup, Flore. Et enfin, Marion Toison Flichy, j'ai oublié, j'ai dit Audrey Gasque, mais c'est Audrey Gasque Aubrier, elle y tient et elle a raison. Et pareil pour Marion Toison Flichy. Bonsoir Marion. Bonsoir. Bonsoir Lionel, bonsoir à tous. Merci d'être avec nous. Marion, tu es directrice Workplace Strategy chez Haworth, fabricant de mobilier de bureaux. Donc, de la même manière, hein, comme avec Flore, vous menez des études et toi, plus particulièrement, liées à l'évolution du travail et des modes d'organisation du travail dans l'entreprise. Oui, on fait des études sur les cultures d'entreprise. Là, dernièrement aussi, on s'est associé à l'Eastman pour l'étude qu'il lance au niveau mondial sur le télétravail. Et là, on est en train de développer un point de vue sur le travail de partout, le work from anywhere, qui est particulièrement d'actualité. Eh oui, c'est ça. Allez, merci beaucoup à toutes d'être présentes. On va démarrer tout de suite avec vous, Flore et Marion, sur ce thème du flex office le jour d'après. Je voulais démarrer d'abord avec une définition, si vous en avez une, du flex office, Flore. Alors, le flex office, c'est l'idée de mutualiser les postes de travail au profit d'une grande variété d'autres espaces. Donc, on mutualise tout ce qui est espace individuel au profit de tout un environnement d'espaces beaucoup plus innovants, d'une variété de salles de réunion, d'échanges informels, de lieux d'innovation, etc. Marion, du coup, merci. Fleur, Marion, ça veut dire on perd son espace attitré dans le flex office, forcément. Oui, alors il y a plusieurs définitions parce que suivant les sensibilités d'entreprise, on met des noms différents, mais ce qu'il y a autour du flex office, c'est la possibilité de travailler de manière beaucoup plus flexible. Donc, on intègre aussi dans l'équation pas que le travail au bureau, mais aussi la possibilité de travailler à la maison, de travailler dans des tiers-lieux. Ce qui fait que si on ajoute ça au fait qu'on peut aussi être en vacances, en RTT, en réunion, on constate qu'il y a beaucoup de postes de travail qui se retrouvent inoccupés. Et donc, c'est dans ce sens-là que Flore dit qu'on va diversifier l'environnement de travail parce que les postes de travail classiques étant peu occupés, pourquoi garder autant de surface pour des postes vides? Donc, on va désattribuer les postes pour libérer de la place et pouvoir offrir un meilleur confort de travail en offrant une plus grande diversité de mobilier qui vont soutenir des activités diverses. En moyenne, ça c'est les cabinets d'aménagement hein, qui me font remonter, mais vous aussi, adhérents de l'ARCEG, vous pouvez d'ailleurs, n'hésitez pas à partager vos propres résultats sur le chat. En moyenne, j'ai 50% du temps, les espaces seraient non occupés. En moyenne. Je ne sais pas, Béatrice, Audrey, si vous avez mené des études de ce type-là sur vos propres parcs, et si oui, Audrey. Oui, tout à fait, puisqu'on a effectivement, nous, produit, mais il y a maintenant 2 ans, une nouvelle charte d'aménagement donc qui est applicable à tous nos espaces tertiaires, y compris des espaces tertiaires dans le monde de l'industriel. On s'est rendu compte qu'effectivement, en moyenne, 50% des postes de travail étaient inoccupés dans la journée. Donc, je suis absolument d'accord avec les chiffres. Et j'en profite que tu m'aies donné la parole, Lionel, pour répondre à une question donc sur le chat. Effectivement, le mot flex office peut faire peur. Nous, on s'est refusé à l'utiliser dans notre charge d'aménagement et on a appelé ça effectivement des espaces dynamiques et un petit peu plus acceptés par nos personnels. Mmh. Ouais. Béatrice, le pourcentage aussi d'occupation, vous le connaissez? Alors, il est un peu plus élevé, mais on est tout de même dans ces niveaux-là. Et pareil que pour Audrey, nous, on appelle les espaces dynamiques ce que sont les flex office.
Ah, alors on va essayer de faire un peu la différence entre flex office, espace dynamique, NOA. On voit des tas d'acronymes qui sortent, hein. Moi, ce que je voulais pour le moment partager avec vous, c'est les demandes qui vous sont adressées, Flore et Marion, aujourd'hui par les directions immobilières ou les directions de l'environnement de travail en rapport avec ces espaces dynamiques ou ce flex office. Vous voyez à gauche que allez, un peu plus d'un quart des décideurs immobiliers planifient une réduction de leur empreinte immobilière au regard des nouvelles modalités de travail. C'est une enquête que vous avez menée, Flore, au sein de JLL auprès de décideurs immobiliers, et que 50% de ces décideurs immobiliers anticipent une amélioration, par contre, de la qualité des espaces de travail. Flore, quelles sont ces demandes qui vous sont remontées aujourd'hui? Alors, ce qui est intéressant, c'est que ces chiffres, ils sont vraiment en train d'évoluer. Ça, ces chiffres-là, on les avait relevés en plein premier confinement. Et là, on vient de clôturer une nouvelle enquête auprès de la même cible et on voit qu'on est en train de booster drastiquement. Donc aujourd'hui, un décideur sur deux nous dit vouloir réduire son empreinte. En revanche, on est sur 80% des décideurs qui nous disent vouloir améliorer la qualité. Donc en fait, on est sur une logique où on se dit qu'on va devoir rationaliser la façon dont l'espace est utilisé. Et réduire l'empreinte, c'est surtout dans l'idée d'aller aussi vers une redéfinition, une réallocation des espaces qui était totalement la tendance engagée par le flex office, en se disant si on va moins au bureau demain, si les taux d'occupation continuent de baisser, les taux d'occupation du poste de travail, il va falloir réfléchir à la promesse du bureau demain, à quoi il servira. Et de toute évidence, il servira de moins en moins à soutenir le travail individuel et de plus en plus à soutenir tout ce qui fait la valeur ajoutée du bureau autour du collectif, de la socialisation, de l'informel. Donc c'est vraiment ça qui est en train de nous revenir très fortement de la part de nos clients. Il y a une réflexion sur le rôle du bureau et ce qu'on ira faire au bureau demain. Marion, on vous interroge beaucoup sur le flex office. Est-ce que c'est vraiment une préoccupation des clients aujourd'hui? J'en profite pour partager avec vous cette slide qui est issue, vous voyez, on est œcuménique, d'une étude menée cette fois par Colliers International l'année dernière sur le flex office. Ils essayaient de catégoriser justement un peu ce dont on parlait juste avant. C'est quoi la différence entre un aménagement flex, un aménagement dynamique, dit d'espace dynamique, un aménagement dit NOA, parce que vous allez voir aussi cet acronyme. Les Américains aiment tellement ça, mais ils sont forts là-dedans, hein, les new ways of working, les nouvelles façons de travailler. Bon, ils ont essayé de les catégoriser. Vous pourrez me dire, Fleur et Marion, ce que vous en pensez, mais déjà, Marion, est-ce que voilà, ce sujet du flex office, il vous remonte beaucoup en ce moment? C'est un sujet qui s'est beaucoup accéléré avec le Covid parce que le Covid a amené une prise de conscience beaucoup plus large qu'auparavant sur le fait qu'on pouvait travailler de partout et que c'était possible. Là où la question avant le Covid se posait, c'était est-ce qu'on va être capable de télétravailler? Là, le Covid a fait sauter plein de barrières sur l'équipement informatique, etc. Ce qui se pose aujourd'hui, c'est que les dirigeants se sont dit oui, ça marche. Ils ont vu que globalement, on pouvait travailler de chez soi. Maintenant, est-ce que ça marche à long terme et est-ce que ça marche dans les proportions qu'on est en train de vivre aujourd'hui? C'est une autre question. Donc, la grande question qui se pose, c'est in fine, on va atterrir sur combien de jours travailler au bureau et combien de jours travailler ailleurs. Et ça peut varier suivant les départements et comment est-ce qu'on fait pour définir ça. Et du coup, quelle va être in fine l'empreinte immobilière dont je vais avoir besoin. D'accord. Flore, merci Marion, parce qu'on va y revenir hein, d'ailleurs, hein, sur à combien on va atterrir et comment on va devoir adapter l'espace. Sur cette différence flex dynamique, il y a vraiment une différence entre, c'est quoi? C'est de la sémantique ou il y a vraiment une différence de fond entre tous ces façons d'appeler? Moi, j'aurais tendance à dire que c'est vraiment de la sémantique, mais c'est très intéressant parce que ça montre de quelle façon on vend, entre guillemets, le flex office.
Au départ, il y avait plutôt l'approche du directeur immobilier qui voulait optimiser son empreinte, son espace. Et puis petit à petit, on s'est rendu compte que c'était pas de cette façon qu'il fallait proposer le deal aux collaborateurs et qu'il fallait trouver une approche gagnant-gagnant. Et du coup, on leur a vendu plutôt l'idée de liberté, de choix, de pouvoir avoir un environnement beaucoup plus varié dans lequel on va bouger au sein de la journée. Donc, c'est toute l'idée du dynamisme et finalement, ce qu'on leur vend, c'est une nouvelle façon de travailler. Donc, pour moi, il y a quand même beaucoup de sémantique, mais qui a son importance, puisque comme on le voit, voilà, la façon de l'appeler est très révélatrice de la philosophie qu'on met derrière et de la culture qu'il y a derrière. Ce que j'aime aussi dans cette présentation, c'est qu'elle fait aussi la différence selon le focus. C'est ce que tu viens de dire, le focus optimisation immobilière ou le focus transformation culturelle qui est pas neutre, on va y revenir, qui est quand même un élément important aussi de ces très important de ces projets. Alors, on a vu ensemble un peu les demandes qui vous étaient remontées. Quelle réflexion en retour ça a déclenché en interne pour vous, qui êtes des experts et qui devez proposer des solutions ensuite aux directions immobilières. Marion, j'avais envie de démarrer avec toi. Vous clairement vous engagez dans une réflexion autour de à quoi ça va servir demain de venir à son bureau, quoi. Oui, là je rebondis vraiment sur ce que Flore a évoqué, c'est que on estime qu'il va quand même y avoir un net recul de tout ce qui est poste de travail, puisque ces scénarios-là de travail solo pourront avoir lieu un peu plus à la maison ou dans des tiers-lieux quand la maison ne s'y prête pas. Mais l'idée, c'est aussi pouvoir réduire le temps de trajet, etc. Donc, des tas d'avantages pour les collaborateurs. On sait aussi qu'ils vont pas non plus complètement être éradiqués parce que au cours d'une journée, on peut avoir besoin de travailler en solo et de venir se connecter. Mais au global, ce qui se dessine vraiment, et là j'enfonce une porte ouverte, je pense pour tous, parce que c'est ce besoin de connexion à l'entreprise, aux autres. Donc il y a ce lien social de qualité, et on se rend compte là quand on est tous confinés chez nous, à travailler 5 jours sur 5 depuis la maison, on a besoin de ces interactions de qualité. C'est vraiment ça qui manque. Et le deuxième axe pour les entreprises, c'est ce lien d'appartenance à l'entreprise aussi. Donc, il va jouer ce rôle à la fois d'attachement à la marque, à l'entreprise, et à la fois ce rôle de lien social. Voilà. Alors, on viendra aussi au bureau parce qu'on va y trouver des technologies qu'on ne trouve pas bien chez soi, comme les technos de pouvoir collaborer de manière digitale, facile, avec des grands écrans qui vont faciliter tout ça. C'est sûr, quand on est au bureau, c'est mieux. C'est quand même mieux de pouvoir communiquer en présence. Il y a toute une lecture qui est plus large des langages du corps et du non-dit. Et du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est en train de renforcer tout ce qu'on pouvait avoir imaginé il y a déjà plusieurs années. La nouvelle donne pour nous, c'est qu'il y a ce côté sanitaire qui entre en jeu et qui, lui, était beaucoup moins présent avant. Donc, on va devoir réfléchir à beaucoup plus finement à comment le travail s'organise, si ces systèmes de rotation d'équipe continuent, par exemple, etc. Donc, comment est-ce qu'au niveau RH, on organise le travail et après, l'espace va devenir une résultante. Les normes d'hygiène, les comportements sur la sécurité qu'il va falloir pouvoir mettre en œuvre. On va repenser la densité, bien sûr, parce qu'il faut pouvoir imaginer un espace qui va être très souple dans sa manière d'évoluer, qu'on soit en situation de pandémie ou pas. Donc, tout ce qu'on fait doit pouvoir prévoir la distanciation, mais en même temps, dès que la fréquentation peut augmenter, que ça puisse se faire facilement. On avait déjà ce besoin de flexibilité, c'est encore plus fort, quoi. Et puis la technologie qui va favoriser tout ce qui est sans fil, sans contact, les applis, les réservations, tous ces services-là qui sont amplifiés par l'arrivée du Covid. Ouais. Flore, en retour aussi, quel type de réflexion ça engage en interne pour vous? Je rejoins pas mal de ce que Marion a pu témoigner, mais globalement, les grandes questions, c'est 1, pourquoi on ira au bureau demain? 2, où positionner les curseurs? Donc là, on est dans une logique où on essaie d'affiner au maximum
ces fameux chiffres d'atterrissage, combien de jours à terme seront télétravaillés, combien de jours au bureau, à quoi le bureau devra-t-il servir. Et là, on est en train d'affiner les choses aussi. On se rend compte en fait qu'il n'y a pas de réponse unique et que très clairement, on ne peut pas pousser la même solution ni d'une entreprise à l'autre, ni au sein de la même entreprise. Et on est en train d'affiner en fait notre propos et notre réflexion en rentrant dans une logique de persona et de profil en fait de travailleurs. Parce qu'on se rend compte qu'il y a des gens qui sont très très adeptes, par exemple du télétravail, et d'autres pour qui ça n'est même pas un sujet, ils ne veulent pas en entendre parler. Parce que chez eux, ils n'ont pas toutes les conditions requises pour télétravailler. Donc on s'est rendu compte que le travail était en fait assez inégalitaire, même si c'est une forme de droit et d'acquis auquel tout le monde a un peu envie de prétendre aujourd'hui. On se rend compte que malgré tout, il y a des gens pour qui ça n'est pas possible de télétravailler dans de bonnes conditions. Donc il va falloir affiner les choses et offrir de la variété. On est très inégaux quand même face au télétravail. Alors, Audrey et Béatrice, j'avais maintenant envie d'avoir votre propre retour d'expérience sur la situation aujourd'hui au sein de votre entreprise et aussi ce que vous avez appris de cette période de premier confinement, déconfinement, reconfinement. Qu'est-ce que vous ont dit les collaborateurs? Qu'est-ce que vous ont dit vos équipes, vos prestataires? Juste avant de vous donner la parole, regardez ces chiffres. 59% des salariés estiment que la disparition du bureau serait une menace à la cohésion et à la culture. Donc, il y a une prise de conscience aussi de ce qui se joue au bureau, peut-être plus fortement que quand on y allait normalement tous les jours et on se rendait même plus compte du rôle que ça avait en termes de cohésion et de culture. Et aussi, on y reviendra, vous en avez déjà un peu parlé, Marion et Flore, du rôle de l'informel, mais on va y revenir. Moi, je suis assez frappé de voir comment l'informel revient dans toutes les études qui portent sur le sujet en ce moment. Par contre, vous voyez qu'il y a 68% des entreprises qui prévoient de généraliser le télétravail après la crise. Donc, il y a un mouvement qui était déjà là et qui se développe. Jusqu'où on va pouvoir en parler, Béatrice, Audrey aussi, juste après. Et puis, près de 80% des sondés sont prêts à sacrifier leur bureau, seraient prêts à sacrifier leur bureau attitré pour pouvoir télétravailler plus souvent. On voit qu'il y a un deal peut-être qui pourrait se mettre en place autour de télétravail, bureau non attitré ou flex office ou dynamique, appelons-le comme on veut. Mais vous voyez que le frein qui est identifié par la moitié d'entre eux, par la moitié des Français, c'est quand même beaucoup, c'est que l'employeur s'y oppose par culture du présentéisme, qui est très particulier d'ailleurs en France, qui est plus affirmé peut-être que dans d'autres pays, en tout cas c'est ce que nous disent les sociologues. Audrey, Béatrice, peut-être avec toi, Béatrice, quelle est la situation aujourd'hui dans l'entreprise? Est-ce que tout le monde est reparti télétravailler? Est-ce qu'il y avait eu des réticences à revenir travailler? Quel retour d'expérience tu as, toi, de ce premier confinement, déconfinement? Alors, chez Swiss Life, on a demandé à nos collègues de revenir travailler au minimum 2 jours par semaine à compter du 1er juillet dernier. Donc, il y a eu un confinement assez long finalement. Et au 1er juillet, tout le monde est rentré au moins 2 jours par semaine. Et là, c'était un rythme qui a été tenu jusqu'au reconfinement. Sans difficulté? Il y a eu des réticences ou non? Il a fallu aller chercher? Parce que j'entends parfois ça, j'entends dire oui, il y avait des réticences à revenir. Alors, 2 jours par semaine, c'était pas énorme. Je pense que le comportement est différent qu'on habite en province ou qu'on habite en région parisienne. On a eu peut-être plus de questions, d'interrogations, de gens qui traînaient un petit peu les pieds en région parisienne. Mais en province, ça n'a pas, et notamment par exemple à Roubaix, ça n'a pas été le cas du tout. Les gens sont revenus même plus que 2 jours par semaine, puisqu'ils étaient autorisés à le faire. Hein. Et globalement, oui, on avait peut-être un petit peu cette distinction, mais globalement, non. Les gens sont revenus avec
Alors, enthousiasme, c'est peut-être beaucoup, notamment pour ceux qui prennent les transports en commun. Et est-ce que il y a eu une réflexion entamée autour justement du développement du télétravail versus un développement du flex office ou des espaces dynamiques ou des espaces partagés, appelons-le comme on veut? Alors, je crois que Swiss Life pratique le télétravail depuis 2012. Donc, depuis un petit moment, avec une possibilité pour les collaborateurs d'être en télétravail de 1 à 3 jours par semaine, ce qui est quand même beaucoup, même si la moyenne, c'était plutôt une demi-journée par semaine. L'idée, c'est de retravailler sur cet accord de télétravail, ce qui est en cours actuellement chez nous, de façon à pouvoir derrière voir quels sont les espaces qu'il nous faudra. Le grand enseignement, je pense, de cette période de confinement et de déconfinement, avec peu de personnes sur le site, c'est que les salariés se sont aperçus qu'il n'y avait vraiment pas grand monde sur le site et se sont eux-mêmes posé les questions de savoir si c'était vraiment raisonnable de conserver tous ces espaces qui n'étaient pas utilisés. Et ça, je pense que c'est un grand enseignement pour les salariés. Merci Béatrice. Audrey, même question. Quel enseignement, qu'est-ce qui s'est passé dans cette phase de confinement, déconfinement? Quel enseignement vous en tirez? Et est-ce que ça va déboucher sur des réflexions autour de télétravail versus espace partagé? Alors, les grands enseignements, effectivement, c'est que tout d'abord, nous, le télétravail, ça fait effectivement à peu près 3 ans qu'on a un accord en vigueur qui est plutôt bien fait puisqu'il permet effectivement, de la même façon que Béatrice, de télétravailler de 1 à 3 jours de télétravail par semaine. Jusqu'alors, c'est vrai que il y avait quand même pas mal de réticences. Il y avait quand même beaucoup de gens qui avaient cette culture du présentiel et donc qui n'osaient pas télétravailler. Le fait d'avoir basculé en confinement, effectivement, bien, les gens ont goûté à l'intérêt du télétravail et aux avantages qu'il pouvait apporter. Mais effectivement, on a fait un REX. L'autre constat, c'est que 5 jours par semaine, il y avait un réel manque de lien social. Et on a eu, vers la fin du premier confinement, pas mal de demandes de retour sur site parce que tout le monde n'a pas des bonnes conditions pour télétravailler. Donc, le bilan très positif d'un point de vue développement en fait du télétravail puisqu'on a eu un recours massif ensuite de demandes officielles de télétravail dans l'entreprise. Et puis, on a quand même aussi eu cet effet mais il faut repenser les espaces de travail parce qu'on a besoin de se réunir, on a besoin d'avoir effectivement ce que tu disais, ces échanges informels. Il y a eu des initiatives pendant le confinement de cafés virtuels, un certain nombre d'initiatives pour garder cet esprit collectif. On a, comme Béatrice, en cours un accord télétravail en renégociation. On sent que culturellement, le basculement entre 2 jours et 3 jours par semaine est assez difficile. En ce qui nous concerne, on est plutôt sur 2 jours que sur 3, parce qu'être plus pas là que là, c'est un peu compliqué. On a également beaucoup d'appréhension par les managers, parce qu'il faut comprendre que manager une équipe à distance, c'est assez compliqué pour eux. Donc, on a aussi tout cet accompagnement à imaginer. Et pour répondre à ta question sur télétravail, négo du flex office, évidemment, nous, on en a fait un levier. On est actuellement en cours de réflexion sur un gros projet immobilier. On se rend compte que sur les, grosso modo, 2000 personnes qui sont touchées par ce futur projet, il y en a 2/3 qui sont en télétravail au moins 2 jours par semaine. Donc, très probablement, on va le prendre en compte, enfin, c'est même certain, on va le prendre en compte pour basculer vers des espaces dynamiques, puisqu'on se refuse à dire flex office, pour effectivement réduire notre empreinte tertiaire, mais pas que. L'idée, c'est
comme l'a dit Flore, de repenser complètement ces espaces de travail pour que les gens viennent chercher autre chose qu'un espace pour travailler à côté de son collègue. Alors, en vous écoutant, j'ai le sentiment que c'est quand même un peu lié, mais que il y a quand même une limite, c'est-à-dire le télétravail, j'entends dire quand même beaucoup, pas plus de 2 jours par semaine. C'est rare que ça s'installe au-delà de ça. Flore, je ne sais pas si vous avez fait une étude en particulier peut-être sur ce sujet, mais j'ai le sentiment qu'on est autour de 2 jours par semaine, aller en moyenne au maximum. En fait, je dirais que ça dépend beaucoup des entreprises et d'où on partait. Les entreprises qui n'étaient pas encore très organisées autour du télétravail ou le faisaient de façon assez occasionnelle rentrent dans quelque chose de beaucoup plus instauré qui serait de l'ordre de 1 à 2 jours. Celles qui étaient déjà très rodées au télétravail se disent pourquoi pas aller sur 3 jours. Donc je dirais que ça dépend du point de départ. En préparation, tu me disais, Flore, que de toute façon, en ce moment, c'était vraiment une demande. Ce qu'a décrit Audrey, c'est vraiment une demande et des questionnements qui sont en cours dans beaucoup d'entreprises. Totalement. En fait, c'est quasiment systématique. Nous, tous les projets qui étaient en gros en cours de réflexion ont été repensés avec un curseur télétravail plus important et du flex office qu'on a intégré là où auparavant on l'envisageait pas forcément. On se disait que ça serait peut-être une prochaine étape. Donc ça a clairement accéléré la tendance et l'adoption couplée télétravail et flex office. Très clairement. Je vois Patrice qui demande à Audrey, je pense que c'est Audrey, tu as fait référence à des formations au management à distance, c'est ça? Il faut accompagner, en tout cas tu as fait référence aux managers et c'est vrai que cette situation-là, c'est une population particulièrement sensible et qu'il faut accompagner. Tout à fait. Donc nous, on réfléchit donc à des formations un peu sur mesure, j'ai envie de dire, par rapport à notre référentiel managérial pour accompagner les managers dans cette évolution d'organisation du travail. Évidemment. Il y a du e-learning et quand on le pourra, il y aura également du présentiel. Oui, quand on pourra. Et oui. Merci beaucoup. Alors, je voulais aussi partager avec vous, Flore, vous avez fait des études et vous avez eu aussi un retour des salariés sur la période de confinement et la période finalement vécue de télétravail un peu contraint et forcé. En fait, voilà, c'était totalement pour essayer d'affiner un peu le propos en se disant, OK, il y a bien sûr une vague télétravail, il y a un vrai engouement, mais il y a aussi des limites qu'on identifie assez clairement. La première des limites, c'est des questionnements autour de la productivité. Les gens sont très, très partagés. Encore une fois, en fait, on s'est rendu compte que c'était totalement dépendant de la qualité de l'environnement de travail à la maison. Donc, il n'y a pas de réponse unique, mais selon les collaborateurs, il y a des gens qui ont accès à un environnement qui favorise plus ou moins la productivité. Le deuxième sujet qui est clé, c'est clairement, les gens nous ont dit que le bureau leur avait fortement manqué. Très clairement, on s'est rendu compte que le bureau était un lieu de socialisation, d'interaction. Et ce qui a manqué le plus aux gens, en fait, dans cette période de confinement qui était extrême, c'était des interactions, des échanges informels. Et aussi, ce qui était intéressant, c'était le côté structurant du bureau. En fait, le bureau est un lieu à part qui permet de distinguer ce qui relève du professionnel et du personnel. Et à une époque où on a des outils qui nous permettent de rester connectés en permanence, sans limite, le fait de distinguer les lieux de vie et de travail était assez structurant et important pour les gens. Et là, ça requiert aujourd'hui énormément de rigueur de la part de chacun, de se dire, passer une certaine heure, ça y est, j'arrête, je me déconnecte. Autre sujet que Marion évoquait, c'était l'aspect le bureau, lieu ressource. En fait, au bureau, on a aussi accès à tous les outils, tout ce qu'il faut en fait pour travailler du mieux qui soit. Oui. Ouais, je suis frappé par ce qui se passe effectivement dans cette période. J'ai le sentiment que on redécouvre une face cachée des environnements de travail et immatériels, qui était un peu une valeur que nous, on connaissait, qu'on poussait, qu'on expliquait, mais qui avait du mal à être matérialisée. Et en fait, cette période de confinement forcé, elle a quasiment matérialisé tout ce qu'on réussissait pas à matérialiser, toute cette partie informelle. Exactement. C'est une expérience inespérée. C'est un laboratoire qui est incroyable.
C'est en étant privé qu'on se rend compte de ce qui nous manque. C'est ça. Alors, il y a un autre aspect, ouais. Alors, il y a un aspect qui est touché par les chiffres là, de Flore, c'est donc il faut qu'on puisse aider les managers à manager à distance et aussi il faut pouvoir accompagner le collaborateur. Donc, quand tu disais Lionel, quelle réflexion ça a amené aussi chez nous, bah, il y a eu toute une question pour nous qui faisons du mobilier de bureau. Vous imaginez bien aussi qu'on s'est dit, oula, mais finalement, nous, on soutient le travail où qu'il soit. La stratégie du groupe, c'était d'avoir des marques aussi bien orientées bureau que maison, etc. Et en fait, ce qu'il faut, c'est qu'on puisse soutenir les collaborateurs aussi chez eux dans la manière d'organiser leur travail pour que ça puisse être vertueux à long terme, en fait. Et on a même été jusqu'à développer une boutique en ligne. Certains grands comptes nous demandent de faire un catalogue spécial pour que leurs collaborateurs puissent acheter en ligne nos mobiliers avec leurs conditions d'achat à eux. C'est vrai que c'est des demandes qu'on commence à voir apparaître. Et puis, c'est un vrai questionnement de se dire qu'est-ce que va coûter aussi le télétravail ou le télétravail. Il va falloir intégrer aussi ça un jour dans aussi ces coûts immobiliers. Pourquoi? Pour en revenir au flex office, regardez, c'était le club immobilier de l'Arseg qui avait fait cette étude en novembre de l'année dernière. Et vous le voyez qui avait demandé à un certain nombre d'adhérents du club immobilier quelles étaient les priorités. On était évidemment avant cette fameuse année 2020. Et vous voyez que score plus que stalinien, même Staline n'a pas osé, 100% optimisation des coûts arrive évidemment en numéro 1 devant le déploiement de nouveaux aménagements et de nouveaux services. Et la politique, à l'époque, d'attractivité et de fidélisation des collaborateurs, ça pourrait être le sujet peut-être d'un autre webinaire, savoir comment va survivre cette dimension-là pendant la crise et surtout après la crise. Mais ce qui était sûr, c'est qu'avant, vous voyez les directions immobilières placées très haut aussi, ce souci de la politique d'attractivité. Alors, quand on leur demandait plus précisément qu'est-ce que vous prévoyez de déployer comme nouveaux aménagements, vous voyez que c'était le bureau partagé type espace dynamique qui arrivait en tête avec des espaces de convivialité, de détente et de loisirs. Donc, tout ce qui était déjà à l'œuvre en vérité, et la crise l'a encore mis plus en perspective. Mais en 3, on avait ces bureaux partagés de type flex office avec, vous voyez aussi, un déploiement envisagé pour 35% d'entre eux en région. Donc, Béatrice nous a dit que pourtant il y a une différence d'appréciation dans la manière aussi peut-être d'avoir vécu le confinement et le télétravail. Mais clairement, on voit que dans un certain nombre de cas, plus d'un tiers des cas, le déploiement du flex office partout est envisagé. Alors, ce lien entre télétravail, réduction des surfaces, bureau comme lieu de cohésion et de collaboration, du coup, je me disais, mais finalement, est-ce que ce flex office, il est inévitable, il est quasi inévitable à terme. Béatrice, je ne sais pas quelle est ta vision par rapport à ça, mais on a le sentiment que voilà, c'est le télétravail, en face, du coup, on va proposer un peu plus de mutualisation, on veut réduire nos surfaces, le lieu de travail devient plus un lieu de cohésion, de collaboration que de travail individuel. Le flex office, on a le sentiment que c'est un peu la solution inévitable, non? Je ne sais pas si c'est inévitable, mais en tout cas, je pense que c'est assez souhaitable. En fait, les salariés, effectivement, viendront plus demain, et ils le disent, ils viendront plus demain pour s'installer à un bureau et travailler tout seuls à leur bureau. Donc, forcément, s'ils ont besoin de travailler tout seuls, ils restent chez eux. S'ils ont des appels ou une réunion en Teams ou en visio une journée ou une demi-journée, ils vont rester chez eux pour la faire. Donc, quand ils viennent au bureau, il faut qu'ils trouvent des lieux pour pouvoir partager, pour pouvoir travailler ensemble, pour pouvoir échanger. Et de ce fait-là, si on ne leur construit pas ça, eh bien, ça sera beaucoup moins attractif. Et pour leur construire cela, il faut bien qu'à côté, on organise des espaces partagés, des espaces dynamiques pour qu'on puisse les accueillir également. Donc, forcément, ça me paraît assez souhaitable d'ailleurs. Ouais. Audrey, tu partages?
Oui, je suis tout à fait en phase avec ce que vient de dire Béatrice. On voit bien que, d'ailleurs, nous aujourd'hui sur un immeuble qu'on a livré, donc qui était déjà plus ou moins en flex office, on s'est rendu compte que les collaborateurs attendaient encore plus d'espace collaboratif pour interagir, pour se réunir, pour avoir des moments informels, et qu'on avait encore trop mis de postes de travail assez classiques. Donc, on sent bien que la consommation d'espace n'est plus du tout la même qu'avant. Qu'aujourd'hui, je suis d'accord avec Béatrice, nombre de collaborateurs me disent je vais rentrer chez moi parce que je suis mieux installée pour télétravailler et puis me concentrer, etc., etc. Par contre, quand j'ai une réunion, Teams, c'est un peu limitant. J'aimerais mieux voir la personne en présentiel parce qu'effectivement, au-delà de la voix, il y a un langage verbal, il y a plein de choses qui passent et qu'on ne peut pas avoir avec Teams. Je me permets de répondre à une des questions que j'ai vues sur le chat. Oui. Le télétravail, nous, effectivement, on l'envisage dans 2 lieux, pas seulement chez soi, dans sa résidence principale, mais ça peut être dans sa résidence secondaire. Donc, et la résidence secondaire, ça peut être la résidence secondaire de papa, maman ou de sa cousine. En tout cas, nous, on a donné le choix à nos collaborateurs d'avoir 2 lieux déclarés de télétravail. D'accord. C'est vrai que ça va devenir aussi un sujet, Patrice, tu fais bien de le relever. Vous voyez que dans une étude toujours menée par tes services, Flore, auprès de grands décideurs, près d'un tiers des décideurs de grandes entreprises envisagent de coupler cette adoption de télétravail à la mise en place du flex office. Et là où le flex office est déjà déployé, on a 60% qui veulent intensifier encore le taux de partage. Donc, on sent qu'il y a vraiment un mouvement. Oui, totalement. Quels sont les grands drivers de la réflexion? Il nous reste que quelques minutes avant de passer au retour d'expérience avec Cécile Leduc, responsable ressources humaines chez ISNCF. Quels sont les grands drivers de la réflexion? Parce qu'effectivement, j'aimerais qu'on voit ensemble, voilà, les curseurs avec toi, Marion, un peu les grands curseurs. Alors, rapidement, on va pas tous les passer en revue, mais il faut se poser un certain nombre de questions quand même sur ce flex. Et j'aime aussi, tu insistes souvent dessus, l'aspect culturel. Il faut aussi bien tenir compte de ces cultures d'entreprise. Oui, on voit dans le chat que Pierre Boucher de Génie des lieux nous dit bien que la question du retour au bureau, c'est celle du management, d'organiser cet équilibre, travail individuel, collaboratif, que c'est pas que le choix du collaborateur. Et c'est vraiment ça, en fait. On touche dans ce bouleversement des lieux, on touche à comment l'entreprise se réorganise, comment elle réorganise son travail. Et donc, sa culture va jouer beaucoup là-dessus. Donc, avant de prendre les décisions de combien de jours, etc., il faut déjà se demander si la maturité de l'organisation en termes de pratiques digitales, de style de management, de process, et tout ça, ça a lieu beaucoup, ça a beaucoup trait à la culture. Donc, faire une analyse de culture, c'est important pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Il faut aussi se demander est-ce qu'on a ce besoin d'interaction en présence, et suivant les cultures d'entreprise ou même les départements, les personnalités qui composent l'entreprise, ça peut être très différent. C'est pour ça que, comme le disait Flore, il y a pas une réponse qui conviendrait grosso modo à toutes les entreprises. C'est vraiment du sur-mesure. Et c'est pour ça que c'est la réflexion organisationnelle qui va primer sur l'immobilier. J'ai pas mal de contacts immobiliers qui disent mais moi je suis en attente des retours des RH et des patrons opérationnels pour pouvoir me dire comment je vais actionner mon immobilier. Voilà. Donc ici vous avez totalement en ligne, oui, là-dessus. Nous, c'est clairement ce qu'on voit. Il y a d'abord une réflexion organisationnelle qui doit se faire. Et là, on est dans le temps de la réflexion organisationnelle, comment le travail se fera demain, et l'immobilier devra suivre derrière. Et oui, bien sûr. Vous avez identifié un certain nombre de questions à se poser, de critères, de curseurs. Donc, je trouvais, on pourra y revenir lors d'un prochain webinaire pour entrer plus spécifiquement dans ces critères, dans ces questions
qu'il faut se poser. Un petit mot sur le passage en aménagement flexible et la réduction des surfaces. Et si oui, de combien? Je voulais repartager avec vous, peut-être certains l'ont déjà vu, mais ce résultat d'une enquête menée, que vous aviez menée, Flore, chez JLL sur le flex office, où l'on voyait notamment que la réduction de l'empreinte immobilière n'est pas automatique. Totalement, oui, oui. En fait, ce qu'on voyait, c'est que clairement, c'est ce que j'évoquais au départ. La réflexion flex office, c'est surtout une réflexion sur la réallocation de l'espace. Comment on répartit ce qui relève de l'individuel versus le collectif. Et c'est vraiment ça le plus gros des drivers. Les espaces collaboratifs sont multipliés par 3 en moyenne dans les projets flex office. Le télétravail est quasiment tout le temps couplé au projet flex office. Et finalement, il n'y a qu'une entreprise sur 2 qui va vraiment réduire ses surfaces. Alors ça, c'était nos standards pré-crise. Et on est globalement sur un 0,8 postes par collaborateur. Là, ce qu'on voit quand même se dessiner, c'est une intensification de la rationalisation. Et pour les gens qui étaient déjà en flex, on s'achemine vers des taux à 0,7, 0,6 par collaborateur. Donc, on en parlait tout à l'heure. Vous réfléchissez beaucoup à l'évolution, évidemment, des schémas directeurs immobiliers et la manière d'organiser son immobilier. Vous pas avoir le temps de tout développer, mais réfléchissez autour de ce concept de hub and club. On pourra y revenir une prochaine fois lors d'un prochain webinar. Et puis sur ces espaces, alors là, peut-être un mot sur ces espaces pivots, flex, des solutions, ces solutions sur lesquelles vous réfléchissez pour l'avenir. L'idée, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est vraiment de se dire demain, en fait, on ne sait tellement pas de quoi demain sera fait que tout l'enjeu, c'est d'arriver à offrir le maximum de flexibilité possible, d'espaces qui sont hybrides, multi-usages, qui permettent de concilier du présentiel, du distanciel, qui peuvent répondre à une diversité de besoins et se reconfigurer. C'est vraiment le maître mot du moment. Et tout ça, ça doit être refondé sur quoi? Aussi sur une mesure, une compréhension fine de l'occupation et des nouveaux usages, parce que c'est en train de se transformer tellement fortement en ce moment qu'on a énormément de clients qui reviennent vers nous en nous disant comment monitorer ces nouveaux usages, comment les mesurer pour comprendre comment ils évoluent et vers quoi ils vont se stabiliser. Parfait. Je partage avec vous aussi cette slide, Marion, sur la manière en fait d'impliquer les collaborateurs dans la construction, on le disait, de ce futur environnement de travail, les faire partager sur un exemple de thématique. Je voulais simplement très rapidement le partager avec vous, le retour au bureau, les cultures des d'organisation, la relation entre activité et lieu, l'organisation de travail à distance. Ça, c'est toutes, je pense, des thématiques qu'on va développer dans de prochains webinars, cette fois sur la mise en pratique de ces nouvelles tendances et de ces nouveaux aménagements, nouvelles organisations. Et pour terminer, juste pour vous dire qu'il y a une enquête, Flore y a fait référence, faite par l'Eastman Review Institute, très très fouillée, très développée sur le home office, sur le télétravail, et qui est abouti à ça. Vous voyez que s'intéresser au flex office, ça revient à s'intéresser à l'expérience de chacun au travail et dans ses lieux de travail, et que donc l'expérience collaborateur, vous voyez ici, ils en font le centre finalement de à la fois l'activité, votre propre activité, fonction, sa complexité, votre rôle, également votre profil, âge, genre, etc. Et puis, ce dont vous disposez pour travailler au bureau ou en dehors du bureau. Et c'est en fait ce mélange-là qui va créer votre expérience collaborateur. Et vous l'avez dit, Flore, Marion, mais Audrey, Béatrice aussi, on est tous très différents. Et donc, on va vivre cette expérience collaborateur très différemment. Et voilà, c'est tout le challenge maintenant de nos superbes DET, c'est de pouvoir intégrer tous ces éléments-là et de faire de plus en plus de sur-mesure. Alors, il y a déjà eu quelque chose de fait à la SNCF et je voulais qu'on le partage. C'est la visite et je vais demander à Cécile Leduc de nous rejoindre sur cette scène virtuelle pour partager avec vous le projet qui a été mené au 574. Cécile nous expliquera
j'imagine ce que signifie 574 à la SNCF, qui est Cécile, qui était également responsable des ressources humaines chez ISNCF, en plus d'être responsable du site 574. Bonjour, bonsoir Cécile. Bonsoir à tous. Merci beaucoup d'avoir patienté, d'avoir écouté et de nous rejoindre maintenant. Tu vas pouvoir à la fois nous présenter le projet que vous avez mené dans les Hauts-de-France, le 574 Hauts-de-France, et puis réagir peut-être en même temps à ce que tu as pu entendre ce soir. Alors peut-être un mot déjà sur l'historique du projet, où est-ce qu'il se situe et pourquoi vous avez choisi de créer, on verra une petite vidéo juste après, ce superbe lieu qui est le 574. Ça veut dire quoi d'abord 574? Alors, 574, tout simplement, ça fait référence au record du monde de vitesse sur rail du TGV. Alors, il faut savoir que le 574 des Hauts-de-France, en fait, il arrive après d'autres qui ont vu le jour avant lui. Et c'est ce qu'on appelle en fait aujourd'hui les accélérateurs digitaux de la SNCF, les maisons digitales de la SNCF, qui se veulent être des lieux faits pour accompagner la transformation digitale des collaborateurs du groupe. Et ils ont cette particularité, parce que là, aujourd'hui, donc, on parle de celui des Hauts-de-France, mais il y en a un Pays de Loire qui est situé à Nantes, on en a un à Toulouse, un sur Lyon, incessamment sous peu, puisqu'il va ouvrir ici le mois prochain à Marseille, et on en a un à Saint-Denis, qui est le 574 phare, on va dire. L'idée, c'est également d'avoir un ancrage dans nos territoires pour être en lien direct avec les écosystèmes territoriaux, les écosystèmes numériques. Le projet ici, on avait ce projet d'en créer un dans les Hauts-de-France, donc sur l'île, mais conjointement à ça, on devait également déménager des agents de la direction exploitation informatique qui se trouvait depuis les années 90 dans un lieu plutôt hostile puisqu'ils étaient au cœur même d'un data center, donc c'est pas ce qui fait le plus rêver. Néanmoins, des gens qui étaient fortement attachés à ce lieu et qui, du jour au lendemain, voilà, les orientations stratégiques et techno de la SNCF ont fait que on a pris la décision de sortir de nos data centers. Et donc, on a profité de l'idée de créer 574 pour également amener nos équipes dans un même endroit, en fait, puisqu'on faisait partie de la même direction, ISNCF. Et donc, on a choisi de s'implanter sur Euratechnologies. Donc, c'est encore l'île, c'est limite, oui. C'est l'homme, voilà. Voilà, donc c'était le sujet. Donc ça concernait le déménagement d'à peu près 260 personnes, puisqu'en fait le 574 en tant que tel, c'est pas beaucoup de monde en réalité, mais voilà. Donc c'était complètement passé d'un univers très normé, très très ancien à quelque chose de différent. Voilà. On va voir une petite vidéo. Ça s'est étalé sur combien de temps ce projet? Je vais en profiter. Alors malheureusement pour demander à Marion et Flore si c'est possible de vous mettre juste en retrait parce que j'ai l'impression que ça prend beaucoup de on est nombreux et que ça prend beaucoup de bandes passantes. Je vous remercie beaucoup Marion, Flore. Voilà, à très bientôt. Merci. Voilà, merci beaucoup. Oui, sur combien de temps s'est étalé le projet? Alors, on a commencé en 2017, puisqu'en fait, on a investi un bâtiment qui fait 4 étages. Pour le moment, on n'en a que 3. Donc, on a commencé en 2017 en investissant le dernier étage. Donc, fin 2017, on est arrivé. Et puis ici, la deuxième phase, on est arrivé et on est vraiment tous réunis depuis avril 2019. Donc maintenant, ça fait 1 an et demi qu'on s'est tous retrouvés. Et en réalité, le projet n'est pas tout à fait fini parce que à l'heure où on parle d'optimisation d'espace, en réalité, nous, on avait encore
une cinquantaine d'agents qui n'avaient pas pu nous rejoindre parce qu'on manquait d'espace, qui sont encore aujourd'hui dans le data center et qu'on envisage de rapatrier pour 2021. Donc, on va aménager un dernier espace. Voilà. Merci. Alors, on va voir une vidéo pour voir ce que vous avez. Voilà, Cécile, je vais juste te demander, voilà, de couper le son et on va pouvoir lancer. Et j'oublie pas Sébastien qui demande de préciser sur le besoin d'échanges informels et on va justement y revenir parce que Cécile en parle rapidement dans la vidéo et c'est aussi un sujet qui a été abordé par Cécile quand on a préparé ce webinaire. Le projet, c'est la sortie de Socrate. Et donc, du coup, c'est un projet qui a voulu être complètement co-construit avec les agents. Donc, il y a vraiment un travail qui a été mené avec les équipes de c'est quoi votre environnement de travail idéal ? Qu'est-ce qui ferait que vous vous sentiriez bien au travail ? Et puis, au final, ça a été la surprise, puisque les agents n'avaient pas vu l'environnement de travail avant. Je peux dire que, globalement, les agents sont contents. Ça satisfait énormément de monde. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est tout l'aspect design. Ça change beaucoup de choses au niveau de la qualité de vie au travail. On se sent bien. L'environnement est vraiment très espacé. C'est très lumineux, très coloré. On se sent très, très bien. Les espaces partagés sont nettement plus conviviaux. On gagne en relationnel. On se voit plus. On peut parler avec ses collègues sans forcément gêner les autres. On peut gagner en efficacité à partir du moment où les gens vont plus facilement se lever, aller se rencontrer. Dès qu'on se sent bien, on travaille mieux. L'informel crée le relationnel, en fait. C'est un peu 3 salles, 3 ambiances. Au 4e, on est plutôt sur un esprit la jungle dans la ville. Ici, au 3e, où on se trouve, on est sur un esprit beaucoup plus bohème, beaucoup plus nature. Et puis, le 2e, là, on retrouve un univers très street urbain. Puis après, je vous parle pas de la terrasse, qui est le lieu commun à tout le monde. J'ai eu des remarques en disant c'est mieux que ce qu'on avait imaginé. Je pense qu'on n'imaginait pas qu'il y aurait autant d'espace. Je pense qu'il y a de la fierté. Les retours sont plutôt positifs, quoi. Pour moi, cet environnement, il est effectivement décalé. C'est des bureaux super, très spacieux et surtout très lumineux. Convivial. Ouvert. La machine à café est géniale. Notre chef de projet a fait un super boulot. Lumineux, réconfortant. Et on se sent un petit peu comme chez soi. C'est un vrai plaisir de travailler ici. Convivial, tout simplement. Voilà, merci d'avoir partagé cette vidéo avec vous. On voit qu'effectivement, c'est convivial. Vous avez pris, dis donc, un sacré risque. Ils n'ont pas vu, rien vu avant d'arriver dans les locaux? Absolument pas. C'est toujours difficile de faire adhérer tout le monde à un projet. Alors, pour autant, quand je dis absolument pas, c'est vrai qu'ils ont complètement découvert l'espace. Néanmoins, on a vraiment travaillé en amont avec eux. Je le dis dans la vidéo, effectivement, mais le cabinet d'architectes qui nous a accompagnés a vraiment mené avec nous ce travail. On voit des photos, on voit d'ailleurs un peu des visuels de ces ateliers de co-construction. En fait, il faut savoir que moi, quand on m'a confié le projet, on m'a dit écoute, en fait, il faut déménager Socrate et ça se passe voilà, on va aller à Euratechnologie. Franchement, j'en ai pas dormi pendant 2 nuits, quoi. Je me suis dit, c'est pas possible, ils vont tous arriver. Et c'était vraiment très compliqué. Et donc, j'ai dit, OK, du coup, comment on procède? Et il fallait déjà leur faire passer le message, qu'ils comprennent qu'ils allaient déménager. Et donc, en fait, vraiment, le sujet, ça a été de partir. Donc, en fait, on a procédé en 3 séances. Une première qu'on appelle le décadrage. Parce que si vous demandez à des gens de participer et de dire, finalement, c'est quoi comment tu veux ton bureau, ou alors, comme quand vous demandez un peu à un enfant dessine une maison, finalement, on fait par rapport à ce qu'on connaît. Et donc, le risque, c'était de repartir un peu de choses déjà assez normées. Donc, cette séance de décadrage, en fait, elle consiste à partir
d'images. Hein. C'est une présentation PowerPoint qui part des années 70, on va dire, des bureaux des années 70 et tout leur développement jusqu'à aujourd'hui, et vraiment en ouvrant le champ des possibles au personnel, en leur montrant tout ce vers quoi ils peuvent aller, ou tout ce qu'ils peuvent imaginer. À partir du moment où on a perturbé un peu leurs esprits, dans un second temps, en fait, donc lors de la même journée, hein, on leur a demandé de travailler. Il faut savoir qu'on avait invité tous les agents. Il n'y avait pas eu de changement. Et en fait, on leur a demandé de travailler en équipe, en leur mettant à disposition des Legos, des crayons de couleur, des fleurs, des feuilles, des ciseaux, tout, la pâte à modeler, en leur disant, bah voilà, là, si vous deviez l'imaginer, cet environnement de travail, comment vous le verriez en fait? Donc ils l'ont fait. Juste, ouais, j'oubliais, en parallèle, on avait quand même pris le soin de recevoir juste les managers, chaque chef d'équipe, pour demander à chacun s'il avait des spécificités, des particularités, de quoi il avait réellement besoin pour travailler, quelles étaient leurs façons de travailler, est-ce qu'ils étaient plutôt souvent en conf, est-ce qu'ils avaient besoin de faire des schémas, voilà, pour être sûr de bien identifier tous les besoins matériels également. Et donc, en fait, voilà, bah là, on le voit hein, sur la présentation, effectivement, ça, il y a eu plusieurs projets hein, qui sont sortis. Donc, là, les agences se sont vraiment lâchées. Hein, donc, il y en a qui ont évoqué l'envie d'avoir un petit jardinet. Il y en a qui avaient des poissons rouges. Enfin, c'était très, très, très varié. Et ils ont imaginé tout ça. Vous avez été accompagné parce que je vois qu'il y a une question sur l'agence qui vous a accompagné. Oui, tout à fait. C'était le cabinet d'architecture hein, qui est cabinet Projective en fait, hein, avec qui on a travaillé. Et donc en fait, suite à cette séance, tout le monde est rentré chez soi et 15 jours, 3 semaines après, les architectes sont venus avec une maquette à l'échelle. Voilà, et là avec du mobilier en miniature, voilà, et on leur a demandé, on a dit ben voilà, voilà la maquette, et imaginons qu'on vous donne cet espace-là pour vous, telle équipe. Comment vous organisez votre lieu de travail? Donc là, à nouveau, ils se sont exprimés. Et une fois ce travail réalisé, en fait, là, on a tout arrêté. Donc, et après, l'architecte, ça s'est fait entre l'architecte et moi, en fait. Donc, il a commencé à dessiner des plans. Et puis, c'est là où, en fait, la relation était importante. Parce que moi, en fait, j'ai pris cette responsabilité de ne absolument pas partager avec les agents. Donc, de temps en temps, je me confortais de certains points auprès des managers, mais découvrir le projet en permanence aux agents, enfin chacun aurait eu quelque chose à dire en permanence. Non, moi ça me va pas, ça me va pas. Donc effectivement, ça nécessite de bien connaître les équipes, de connaître leur façon de travailler et de savoir dire non aussi à l'architecte sur certains points, parce qu'en fait, franchement, je suis super contente hein, du travail qu'on a mené ensemble. Néanmoins, quelquefois, effectivement, on est trop dans on va faire quelque chose de beau. Mais moi, ma priorité, c'était qu'il fallait que ce soit fonctionnel. Il fallait que cet espace y vive. Il fallait pas qu'il soit là juste pour être regardé. Il fallait que ce que j'ai dit aux agents quand ils sont arrivés, c'est OK, voilà, vous rentrez. Donc, il y a eu l'effet waouh. Et ensuite, c'était maintenant, vous l'appropriez en fait. Cet espace, il est à vous. Si le fauteuil qui est là-bas, il ne vous plaît pas à cet endroit-là, vous le changez. Il y a des espaces modulables. Donc, c'était vraiment à eux d'en faire ce qu'ils voulaient. S'il n'y avait pas cette possibilité, le projet, il n'aurait pas fonctionné en fait. Ouais. Ça me rappelle une discussion que j'avais récemment avec un directeur environnement de travail qui me disait, moi maintenant, mon job, c'est vraiment de faire des espaces imparfaits, dans le sens imparfait, appropriable, modulable par les personnes qui vont ensuite s'installer dedans. Et donc, il faut que je mette beaucoup de souplesse. En vérité, ce qu'il voulait dire, mettre beaucoup de souplesse dans le schéma d'aménagement, voilà, et du coup les chartes d'aménagement. Et je trouvais ça intéressant. Alors, autre chose aussi que tu m'as dit, ça fait écho à ce dont on parlait précédemment.
c'est que tu es très sensible à l'informel. Hein, tu le dis dans le petit film, dans la vidéo, l'informel crée le relationnel. On a vu que c'était un élément important de ce qui se jouait sur les espaces de travail. Comment ça s'est traduit dans le projet? Alors, ça s'est traduit par plein d'espaces. Plein d'espaces très libres. Enfin, il y a un agent qui le dit dans le reportage, en fait, qui dit effectivement, c'est très aéré, on a beaucoup d'espace. D'ailleurs, les gens qui viennent visiter souvent nous disent mais c'est bizarre, en fait, vous avez combien de mètres carrés par personne? Bon, en réalité, comme il n'y a pas du tout de cloison, il n'y a pas du tout de, de couloir, rien du tout. Bon, ça donne cette impression, mais en réalité, on est à peu près dans les normes. Hein. Et en fait, ça c'est, si vous voulez, on parle d'open space, mais on n'a jamais plus d'une dizaine de personnes en vis-à-vis. Plus ou moins, les équipes sont recréées et on a toujours entre chaque îlot en fait des zones de détente, des zones un peu plus pour se ressourcer, certaines, d'autres c'est vraiment pour s'amuser, pour se défier. Hein, bon, un peu comme maintenant ça se voit beaucoup partout, les baby-foot, les tables de ping-pong, mais qui sont vraiment positionnés à des endroits où les gens peuvent réellement s'en servir à l'usage qui est prévu en fait. Hein. C'est vraiment pas là pour faire beau. Et puis, alors c'est marrant parce que en fait dans la demande initiale, les agents nous avaient dit ce qui serait super parce que maintenant comme on va être sur différents étages, ce qui serait bien, c'est que on aille tous prendre le café au même endroit. Donc l'architecte était parti bille en tête en disant on va faire un grand espace et moi j'ai dit non mais hors de question en fait parce que je vois pas les gens faire la queue pour aller chercher leur café ou autre. Donc on a vraiment créé 3 espaces aussi sur chaque étage, mais des espaces effectivement très aérés, pas clos hein, du tout. Mais donc voilà, par moments, c'est des espaces plus calmes, d'autres, c'est des espaces où effectivement, carrément, on va s'isoler. On a un espace plus balançoire ou autre. Et en fait, les agents, en fait, en fonction de leur sensibilité, vont se retrouver naturellement dans certains lieux. Et après, le choix des mobiliers aussi a joué, hein, puisque même les bureaux, finalement, on a considérablement restreint la dimension des bureaux, qui fait que voilà, les agents sont plus amenés à se déplacer. Il n'y a pas des grands espaces, on ne se voit pas à 10 km là. Et du coup, il y avait une question sur l'acoustique, des retours sur le bruit ou pas? Comment vous avez traité? Alors, plusieurs moyens. Alors, je ne sais pas si on voit dans le petit film, mais il y a pas mal d'éléments acoustiques insonorisants sur les murs. On a l'impression que c'est de la déco, en fait, non, c'est des attrape-bruits. On a des dalles au plafond également, ainsi que, en fait, on utilise un masquage sonore, en fait, donc qui ne se voit pas. Si on regarde en dessous des dalles, on a l'impression d'avoir des haut-parleurs. En fait, ça diffuse un bruit qui ne s'entend pas. Enfin, quand vraiment il n'y a personne sur le plateau, on a l'impression d'avoir une petite ventilation, comme une clim. Et en réalité, en fait, c'est un bruit qui permet de couvrir les autres bruits. Et clairement, mais je le dis, je n'ai aucune plainte sur le bruit. Là-dessus, je suis assez contente. Ça fonctionne bien. À titre personnel, c'était une inquiétude que j'avais quand même. Hein, Oui, c'est vrai. On l'a toujours sur ce type d'espace. Audrey, voilà un bel exemple d'espace. Aujourd'hui, on est sur ce type de projet où on voit que les espaces collectifs collaboratifs prennent de plus en plus de place, de surface. Est-ce que c'est ce qui se passe aussi? Est-ce que c'est ce que tu prévois? Combien d'espaces tu peux allouer désormais à ces espaces collectifs, collaboratifs, conviviaux dans tes projets? Effectivement, on voit qu'on va vers un basculement, comme je l'ai dit tout à l'heure, des espaces collaboratifs partagés au détriment en fait de ces espaces de travail individuels. Globalement, je pense qu'on ira vers quelque chose comme
2 tiers d'espace collaboratif et 1 tiers d'espace dédié au travail individuel à terme. Je pense qu'on sera beaucoup plus sur ce genre de proportion. C'est ce que j'entends, effectivement. Cécile, merci beaucoup. Pas beaucoup de flex, hein, quand on préparait, pas beaucoup de postes en flex office. En fait, voilà, nous, alors quand j'ai en plus, effectivement, on a des espaces aussi, on a pas mal d'espaces collaboratifs. On a quand même quelques salles de réunion. Après, on a joué aussi sur les mobiliers, hein, c'est-à-dire qu'à certains endroits, on va trouver des benches hauts, d'autres, voilà, tout est fait pour qu'on a aussi nos maisons connectées, hein, où effectivement les gens peuvent se retrouver, s'isoler. Par contre, oui, non, en fait, moi, alors j'étais très contente d'entendre tous les échanges, hein, en début des webinaires, parce que effectivement, le flex office, c'est pas un mot que je voulais employer et que je n'emploie pas, tout simplement parce qu'il était juste traumatisant. En fait, quand on leur a dit on va créer quelque chose de différent, la première crainte de nos agents, c'était j'aurai plus mon bureau attitré. Je suis pas du tout allée sur ce créneau-là, et effectivement déjà on allait suffisamment les déraciner, en plus on les éloignait, globalement ils ont tous pris une demi-heure dans la vue, il fallait trouver, il fallait les rassurer, donc on est parti sur effectivement un bureau attitré. Néanmoins en fait nous on le joue différemment, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, alors nous aussi on avait déjà le télétravail qui était instauré, aujourd'hui on est sur une moyenne de, nous on sait qu'on n'ira pas au-delà de 2 jours de télétravail par semaine, ça c'est clair et net pour tout le monde, mais en fait ce qui se passe, et quelque chose que j'avais pas vu venir, hein, c'est que bon, la SNCF, on est présent partout, et en fait on a sur la région lilloise par exemple ce qu'on appelle les navetteurs, hein, ceux qui vont travailler sur Paris, donc qui font le Paris-Lille tous les jours, qui, voilà, au bout d'un moment, les trajets, ça use, c'est pénible, qui ont, pour certains, découvert ces locaux et qui, maintenant, en fait, demandent à venir travailler chez nous. Et en fait, le flex office, du coup, en fait, il est présent, mais finalement, parce qu'on accueille des gens qui viennent d'ailleurs. Et maintenant, voilà, de différents métiers à la SNCF, maintenant, c'est pas rare que l'on me contacte pour me dire, bah, tiens, est-ce qu'il y a une place? D'ailleurs, il y a même une application, hein, qui a été mise en place, qui est ouverte en interne. Et en fait, les gens peuvent venir réserver un bureau chez nous pour venir y travailler, en fait. Et oui, qui n'était pas forcément prévu au départ, mais c'est un peu du corpo working finalement que vous faites. Vous accueillez des travailleurs internes, des collaborateurs internes qui devaient être positionnés sur d'autres sites, mais qui choisissent de venir de passage chez vous. Et je l'entends de plus en plus. Merci beaucoup, Cécile. Il est l'heure de conclure. On a dépassé quand même un petit peu notre temps alloué, mais c'était passionnant. Merci vraiment à toutes, du coup, Flore et Marion qui nous ont quittés, Cécile et Audrey, Béatrice. Un petit mot de la fin de notre présidente délégation des Hauts-de-France avant de conclure. Il faut que tu… Voilà. Alors, juste, je regardais la remarque de Patrice qui disait, mais est-ce qu'on travaille, est-il certain qu'on travaille dans ces espaces? C'est trop beau. Ouais. Il y avait une demande aussi autour des papiers, des armoires. Est-ce que vous êtes passé au tout numérique? J'ai pas vu s'il restait des armoires, Cécile. Alors, je peux répondre très rapidement. En fait, alors sur le fait qu'on y travaille, oui, on y travaille. Alors, et juste pour compléter par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, sur le retour sur site après le déconfinement, moi, la seule crainte, hein, que les agents avaient au départ, j'ai craint que les agents n'aient plus envie de revenir. En réalité, la seule crainte qui s'est passée, c'était vraiment par rapport à la crise sanitaire elle-même, hein, le climat anxiogène, sans quoi, sinon, les agents très vite sont revenus. Et on dit on est bien. Alors c'est marrant parce que moi en tant que RH aussi, hein, voilà, que j'ai un peu droit aux confidences, certains fuyaient leur famille et ils me disaient on est quand même mieux là, ils étaient contents de retrouver les collègues. Et oui, on y travaille parce que clairement on a créé un lieu, dans la réflexion que j'avais, moi c'était je veux plus qu'on dise je vais au travail, comme quand on dit je vais faire les courses, quoi. C'est un truc, voilà, je vais au travail et on se représente
le lieu un peu monotone, austère. Quand vous allez faire les courses, quand vous rentrez dans n'importe quel magasin, qu'il soit petit ou grand, voilà, dès lors que vous pénétrez à l'intérieur, on vous met des choses en avant, on suscite chez vous une émotion pour que vous achetiez. Aller au travail, en fait, aujourd'hui, il faut qu'il y ait cette émotion et pour créer l'action. Et en fait, les gens s'y sentent bien. Et je le dis pas parce que parce que c'était mon projet, mais aujourd'hui, non, vraiment, on a une vraie satisfaction. Donc oui, on y travaille. Et pour ce qui est des armoires du papier, alors je pense que comme dans beaucoup d'endroits aujourd'hui, on n'imprime quasiment plus. De toute façon, on a réduit nos imprimantes. Je pense qu'on n'en a plus que 3 sur tout le bâtiment. On a conservé quelques armoires. C'était une crainte aussi de nos collaborateurs. En fait, on a quelques armoires qui sont quasiment vides. C'est vraiment plus pour faire un peu de stockage. Mais ça a fait partie du traumatisme également parce qu'on a supprimé, en fait, dans le déménagement, tous les caissons de bureau. Et l'obligation que j'avais faite aux collaborateurs, c'était, en fait, ils ont quitté le site un vendredi et on leur avait mis à disposition une dizaine de jours avant un carton, un seul, où on leur a demandé d'emmener leurs effets personnels. Et donc, ils ont dû faire beaucoup de tri. Ils ont jeté énormément de choses. Et quand ils sont arrivés de l'autre côté, il n'y avait plus de caissons. Par contre, ils ont des casiers. Il y a des murs de casiers un peu partout. Et en fait, ça fonctionne très bien comme ça. Voilà. Et oui, on l'en voit de plus en plus. Merci beaucoup, Cécile, Véronique, qui nous dit susciter l'émotion pour donner envie de venir. C'est l'enjeu des entreprises, n'est-ce pas, Béatrice? Et c'est aussi l'enjeu de l'ARCEC Délégation Hauts-de-France de participer à votre prochain événement qui se tient quand? Rappelle-nous. Qui se tient le 19 novembre. C'est un webinaire autour de la gestion plus verte de la flotte automobile. Voilà. Eh bien, merci beaucoup à tous. Je vous rappelle que cette présentation sera en ligne pour les adhérents de l'ARCEC sur le site de l'ARCEC dans la rubrique Revivez nos événements. Pour les non-adhérents, vous avez une adresse mail pour vous mettre en contact avec l'ARCEC. Au niveau national, on vous donne rendez-vous le 17 novembre pour un webinaire du Club Digital à 17h30. Le digital sauvera-t-il la restauration d'entreprise? Nous vous remercions encore une fois, vous toutes intervenantes, vous tous qui avez été présents, qui avez participé, qui nous avez écoutés. Merci. Très bonne soirée. À très bientôt et prenez soin de vous. Au revoir. Et merci beaucoup à toi, Lionel.